Monsieur Duval. Deux questions, une sur la fiscalité et l'autre sur la protection et le droit des salariés. Sur la fiscalité, je pense que dans la période que nous sommes, nous serons certainement d'accord, au vu de la crise, qu'il est important que tout le monde ait les mêmes règles. Les impôts servent à financer nos services publics qui sont en première ligne, donc notamment nos hôpitaux publics, et les cotisations servent à nourrir la protection sociale. Pour le coup, vous annoncez dans la dernière période avoir payé 250 millions d'euros d'impôts, mais là-dedans, on n'a pas le détail. Vous mélangez la TVA, les cotisations patronales, la CSG, mais aussi l'impôt sur les sociétés. Est-ce que nous pourrions avoir, peut-être pas le montant exact, mais le ratio, notamment sur la question de l'impôt sur les sociétés, puisqu'il me semble qu'en France, Amazon fait et réalise 4,5 milliards de chiffre d'affaires. La deuxième question, c'est par rapport au rapport de Bercy qui a été rendu en décembre 2019, donc il n'y a pas si longtemps, sur la question de la fraude fiscale, notamment la non-facturation à la TVA des vendeurs qui représenterait, il me semble, mais vous m'arrêtez, près de 14 milliards d'euros. Donc évidemment, cela manque pour nos services publics. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et quelles sont les actions que vous entreprenez pour résoudre ce problème? Et puis, la deuxième question, c'est sur la protection et le droit des salariés. Moi non plus, je ne m'immisce pas dans je ne porte pas un avis sur le jugement, mais je n'ai pas tout à fait la même lecture du jugement qui a été rendu. Ils ne vous ont pas demandé de cesser vos activités, ils vous ont demandé deux choses. Un, la protection des salariés dans les entrepôts logistiques. Et la deuxième chose, c'est que tant que ce n'était pas fait, de restreindre les commandes aux activités essentielles que vous avez listées. Et pour le coup, quand même, mis à part cette mise en demeure qui a été renouvelée 2 fois, vous continuez à livrer, puisque vous avez fermé vos entrepôts logistiques, mais vous continuez à livrer grâce aux entrepôts de Belgique, d'Allemagne, et d'Espagne et d'Italie. Donc pourquoi? Et la deuxième question, c'est qu'en plus, vous avez demandé à une autre filiale, c'est-à-dire Amazon Transport, qui dispose, elle, de 13 sites, dont un à Blanc-Ménil, que je connais bien, puisque c'est ma ville, de continuer à livrer. Vous vous appuyez sur eux. L'inspection du travail n'a rien trouvé à redire sur cette question, mais quand même, ça nous pose débat, surtout que vous avez doublé l'activité dans ces centres de transport. Donc, ma question, c'est est-ce que vous allez rouvrir, mais surtout, est-ce que vous allez assurer, comme le demande le tribunal, la protection des salariés dans ces énormes entrepôts? Et je sais que vous avez dit que vous aviez fait beaucoup, peut-être que vous avez fait, mais en tout cas, cela semble aux yeux de la justice nettement insuffisant, notamment sur la question des gestes barrières dans ces larges entrepôts. Voilà, et j'abonde la question de ma collègue Anne Larcher. Je pense que dans la période, il faudrait abonder le fonds de solidarité parce qu'il y a une distorsion de concurrence. Moi, j'ai nommé ça une taxe Amazon qui n'a rien à voir avec la fiscalité, mais j'abonde dans ce sens-là. Voilà, je vous remercie, monsieur le directeur. Donc je vais commencer par le fonds de solidarité. Écoutez, aujourd'hui, je n'ai pas pris de décision et je vais étudier la question, mais je ne peux pas vous donner une réponse aujourd'hui sur le fonds de solidarité, donc ce n'est pas la peine d'en parler trop longtemps. En ce qui concerne la question sur la fiscalité, alors, comme l'a dit M. Gay, le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2018 était de 4,5 milliards d'euros. Et nous avons souhaité faire un point sur les contributions totales fiscales que l'entreprise, à laquelle l'entreprise contribue en France pendant l'année 2018, puisque c'est sur cette même période que nous avons calculé ces contributions. Alors, des contributions, il y en a de deux ordres. Il y a des contributions que l'on collecte au nom de l'État ou au nom de partenaires sociaux et que l'on rétribue soit au Trésor public, soit aux organisations sociales. Il s'agit des cotisations sociales, il s'agit de TVA, comme le disait M. Gay. Et puis, il y a des contributions qui sont des contributions directes, qui sont payées par l'entreprise, à savoir l'impôt sur la société, l'impôt sur les sociétés, les charges patronales, et puis des impôts locaux qui sont nombreux et variés.
Alors, en préliminaire, avant de vous donner les chiffres, je tiens à dire que je sais que M. Gay veut connaître ou voudrait connaître la part de l'impôt sur les sociétés. Ce que je peux vous dire, c'est que l'OCDE dit des choses très simples. Il dit que la fiscalité française n'est couverte par l'impôt sur les sociétés qu'à hauteur de 4%. Donc, la fiscalité des sociétés en France ne représente que 4% de la fiscalité totale de la France. Ce sont des chiffres de l'OCDE. Et donc, raisonner uniquement sur la contribution fiscale de l'entreprise au travers de l'impôt sur les sociétés, c'est très réducteur. Il faut regarder l'ensemble des choses. Et l'ensemble des choses, vous l'avez très bien rappelé, c'est 250 millions d'euros complètement, enfin total, de contribution globale à la fiscalité et une contribution directe, et donc hors TVA, hors charges cotisation sociale, eh bien cette contribution est de 150 millions d'euros. Et au travers de ces 150 millions d'euros qui sont directement payés par l'entreprise sur donc, le chiffre d'affaires de 4,5 milliards dont vous parliez, eh bien, on voit bien que on répond à deux questions. La première question, c'est est-ce que l'entreprise Amazon est assujettie aux mêmes règles fiscales que les autres entreprises? Et la réponse est évidemment oui. Et deuxièmement, est-ce que la contribution fiscale d'Amazon est substantielle en France, compte tenu de son activité, qui est une activité de commerce en ligne, et qui n'est pas une activité très rentable? La réponse est oui aussi. Je passe maintenant aux propos de M. Gay sur le jugement, la lecture du jugement qui est celle qui était sa lecture du jugement de la Cour d'appel de Versailles. Alors, je vous le disais, les jugements ont de fait arrêté les centres de distribution. Et je vous explique pourquoi. Le premier jugement de la Cour civile donnait une astreinte de 1 million d'euros par infraction constatée. Vous savez, dans l'activité d'Amazon France, lorsque nos centres de distribution fonctionnent, nous processons entre 5 et 10 millions d'articles tous les jours. Eh bien, avec un taux d'échec, un taux d'erreur de nos salariés ou de nos processus qui sont naturellement existants dans l'activité que nous avons, ne serait-ce que 0,1% d'erreur dans nos activités générerait des milliards d'euros par semaine potentiellement à payer par le jugement qui est celui qui a été rendu par la Cour de Versailles. Et donc, de fait, nous sommes devant une situation où ou bien nous prenons le risque de payer ces milliards d'euros, et évidemment, le jeu n'en vaut pas la chandelle, ou bien nous nous arrêtons. Et donc, de fait, nous devons nous arrêter. Voilà le jugement. Une dernière chose, le jugement de la Cour de Versailles, si vous le relisez bien, ne parle pas de sécurité de nos salariés. Il ne remet pas en cause le fait que la sécurité des salariés soit effective. Ce que dit le jugement du tribunal de Versailles, c'est que la forme avec laquelle nous avons associé nos salariés n'était pas la bonne, et en particulier, il nous demande de consulter nos salariés sur les déclarations uniques, les documents uniques d'évaluation des risques. Et donc, c'est cette forme qui nous est reprochée et non pas le fond. Sur le fond, nos centres de distribution sont sûrs. Nos centres de distribution ont mis en place, depuis le début de cette crise sanitaire, l'ensemble des mesures que les agences de sécurité sanitaire nous demandaient d'appliquer. Comme je le disais, nous avons, au cours de cet ensemble, de cette période, informé de façon très régulière nos salariés à ces mesures. Et aujourd'hui, des mesures comme la distanciation sociale à 2 mètres est mise en place depuis très longtemps, la distribution de masques est mise en place depuis très longtemps maintenant. Très longtemps, j'entends, dans la période de crise qui a été celle du Covid-19. La mise en place de gel alcoolique a été aussi mise en place très très rapidement. Et donc, toutes ces choses-là montrent bien, et nous l'avons démontré à la Cour, que nous ne sommes pas sur un problème de sécurité, nous sommes sur un problème de forme administrative que certaines organisations syndicales essayent d'exploiter.
suis pas d'accord sur le volet du droit des salariés, mais juste sur imposition. Vous dites que c'est 4% l'OCDE, tout ça mériterait parce que je pense que vous faites, mais à juste titre, vous le faites, je dirais, exprès. Vous mélangez recettes, chiffre d'affaires, imposition, cotisation patronale. Vous brandissez le chiffre 4%. Si je lis 150 millions sur 4 milliards et demi, ça fait 3,3%. Vous n'êtes même pas aux 4% que vous annoncez. Et vous avez une deuxième question, et ça j'interpelle l'ensemble de mes collègues, c'est que nos commerces physiques sont imposés entre 25 et 40%, et un géant du numérique comme vous, c'est moins de 3,5%. Donc je pense qu'il y a une distorsion de concurrence énorme, et il y a une question autour de la fiscalité qui mérite d'être posée et qui ne sera pas réglée qu'avec la taxe GAFAM. Donc, vous avez fait peser soit sur les revendeurs, soit sur les consommateurs. Mais on a une vraie question de s'attaquer à ce pouvoir de l'argent et notamment sur cette question de fiscalité. Voilà, je vous remercie, Madame la Présidente, de m'avoir permis de réagir.